Et si les stratégies de leadership les plus percutantes ne venaient pas des grandes écoles de commerce, mais du champ de bataille? Ça peut paraître surprenant, mais on va voir aujourd'hui comment une doctrine militaire vieille de plus d'un siècle pourrait bien être la solution aux grands défis du management moderne. Cette phrase du général Patton, elle résume tout. C'est une philosophie qui a l'air toute simple, mais en réalité, elle prend à contre-pied la plupart des pratiques de management d'aujourd'hui, qui sont souvent basées sur le contrôle et le micromanagement. Parce que la réalité du monde de l'entreprise, elle est assez brutale. D'après une étude Gallup de 2023, à l'échelle mondiale, seuls 23% des salariés se sentent vraiment engagés dans leur travail. C'est un chiffre hyper bas. Et ça pointe directement vers un symptôme, un leadership qui n'arrive plus à donner ni l'autonomie ni le sens. On se retrouve donc face à un vrai paradoxe. D'un côté, l'idéal militaire, qui est pensé pour être efficace en plein chaos, met en avant la confiance et l'initiative. Et de l'autre, en entreprise, face à la moindre incertitude, on voit souvent tout l'inverse. On se replie sur le contrôle, dans une culture où il est souvent moins risqué de ne rien faire que de prendre une initiative. Alors, pourquoi ce grand écart? C'est ça qu'on va décortiquer. Tout ça, ce n'est pas une coïncidence. Ce faible engagement, cette lenteur dans la prise de décision, ce sont les symptômes bien visibles d'un mal plus profond. Notre modèle de leadership est tout simplement en train de devenir obsolète. Soyons très clairs là-dessus. Le point essentiel, c'est que le problème est systémique. Le but n'est pas de jeter la pierre aux collaborateurs. Il s'agit de reconnaître que le modèle de commande et contrôle qu'on a hérité de l'ère industrielle, il n'est plus du tout adapté à la complexité du monde d'aujourd'hui. Et pourtant, la solution existe depuis près de 2 siècles. C'est une sorte de secret militaire né au sein de l'armée prussienne et qui est là, juste sous nos yeux. Le mot peut paraître barbare, Auftragtaktik, mais l'idée, elle, est révolutionnaire. Le chef définit le quoi et le pourquoi, mais il laisse le comment à l'appréciation des gens sur le terrain. C'est un transfert radical de la décision vers ceux qui ont la meilleure information au bon moment. Alors bien sûr, pour qu'un tel système fonctionne, il faut des fondations solides. Tout commence par une intention qui soit limpide et une confiance mutuelle absolue. Sans ces deux piliers, l'autonomie, c'est juste le chaos. Mais avec, elle devient une force incroyable, un vrai démultiplicateur de performance. D'accord, mais comment on passe du champ de bataille aux open spaces? C'est là que ça devient fascinant. On va voir comment on peut traduire ce concept militaire en un cadre de leadership hyper puissant pour n'importe quelle entreprise. Ce tableau, c'est un peu notre pierre de Rosette. Il montre que les grands principes du Mission Command de l'armée américaine, qui est l'héritier de l'Auftragstaktik, ont des équivalents directs dans les meilleures pratiques des entreprises les plus performantes. L'initiative disciplinée devient l'autonomie responsabilisée, les ordres de mission se transforment en objectifs clairs, et ainsi de suite. La puissance de cette idée devient évidente quand on met les deux mondes côte à côte. À gauche, l'intention d'un commandant militaire. À droite, l'intention stratégique d'une boîte. La structure est exactement la même, un but précis, une raison d'être et un résultat attendu. C'est ce phare qui va guider toutes les décisions autonomes de chaque membre de l'équipe. Dans le monde de l'entreprise, cette philosophie, on l'appelle l'empowerment, mais attention aux mots. Ce n'est pas juste de la délégation, c'est un transfert intentionnel, réfléchi, du pouvoir de décision vers les équipes. Mais pour que l'empowerment soit bien réel, il ne suffit pas de l'écrire sur les murs. La chercheuse Gretchen Spritzer a montré qu'il doit être ressenti psychologiquement à travers 4 dimensions. Le travail doit avoir du sens, la personne doit se sentir compétente pour le faire, elle doit avoir une vraie autonomie et elle doit pouvoir voir l'impact de ses actions. S'il manque une seule de ces dimensions, tout l'édifice s'écroule. Et quand ça marche, les résultats sont spectaculaires. Les boîtes qui maîtrisent vraiment l'empowerment voient l'engagement et la productivité monter en flèche. Mais le chiffre le plus parlant, c'est celui de la résilience, une capacité d'adaptation aux crises qui est doublée. C'est la preuve ultime que décentraliser la décision rend toute l'organisation beaucoup plus forte. Bon, à cette théorie, comment est-ce que ça se traduit dans le monde réel? Allons voir du côté de quelques entreprises qui ont fait de ces principes leur véritable arme secrète. Premier exemple, Toyota, un géant de l'industrie qui a mis l'empowerment au cœur même de son système de production. Leur outil le plus connu, c'est le cordon Andon. En gros, chaque employé sur la ligne de montage a le pouvoir et même le devoir de tout arrêter s'il repère un défaut. C'est comme donner à un soldat le pouvoir de remettre un ordre en question si ça compromet la mission. L'autorité est placée là où se trouve l'information. C'est ça, la clé. Alors si Toyota a intégré l'empowerment dans ses process, d'autres l'ont mis au cœur même de leur culture. C'est le cas de Netflix et de sa philosophie assez radicale. Chez Netflix, il n'y a pas de politique de vacances, pas de processus pour valider les notes de frais.
Le seul guide, c'est une intention très claire. Agir dans le meilleur intérêt de l'entreprise. C'est l'off-trax tactique poussée à l'extrême. On fait une confiance totale aux gens pour prendre les bonnes décisions, parce qu'ils ont été recrutés pour ça. D'accord, mais alors par où est-ce qu'on commence? On va passer à des outils très concrets que n'importe quel leader peut commencer à mettre en place. Voici un protocole simple en 5 étapes, les 5 C. D'abord, communiquer l'intention. Ensuite, s'assurer que l'équipe a les capacités. Puis, définir un cadre clair. Et vient l'étape la plus difficile, celle qui va contre tous nos réflexes de manager. Confier vraiment la mission et résister à l'envie de tout reprendre en main. Et enfin, capitaliser sur l'expérience, qu'elle soit bonne ou mauvaise, pour s'améliorer. C'est un cercle vertueux. Tout ça nous amène finalement à la question fondamentale que tout leader devrait se poser. C'est quoi la vraie mesure de son efficacité? Ce n'est pas ce qui se passe quand il est là à tout superviser, mais bien ce qui se passe en son absence. Est-ce que l'équipe continue d'avancer? Est-ce que les bonnes décisions continuent d'être prises? Parce que le but ultime, ce n'est pas de créer des suiveurs, mais bien de former d'autres leaders. C'est ça l'essence même de l'intention du commandant. Construire une organisation qui gagne, non pas grâce à la présence de son chef, mais bien en son absence.